Amy Goodwin Burke est née le 23 septembre 2013 à Proserpine, Queensland, Australie, de Shane Burke et Carrie Ann Goodwin. Il avait une sœur aînée, Tewara, qu'il adorait et avec qui il était toujours. Amy était aussi surnommé H-Bomb. On le décrivait comme un petit garçon plein de vie, avec un grand sourire et un tempérament compatissant. Amy apprenait vite et, à 6 mois, il prenait déjà des cours de natation qu'il adorait. Il était obsédé par l'eau. Le petit Amy marchait déjà à 8 mois. En mars 2015, alors qu'Amy avait 18 mois, ses parents ont voyagé de Maramba, ville minière du Queensland, à Brisbane. Le voyage était long, environ 1000 km, mais ils devaient y aller car Carrie Ann devait consulter un médecin après s'être récemment blessée au dos. Elle s'était blessée au dos au travail et devait maintenant consulter un neurochirurgien à Brisbane. Shane et Carrie Ann devaient initialement voyager avec les 2 enfants. Cependant, à l'approche du voyage, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû emprunter un utilitaire qui n'a que 2 places et ne permettait pas d'emmener les enfants. Donc malheureusement, au lieu que toute la famille parte, ils ont dû laisser les enfants derrière eux. Et ils allèrent confier la garde de Amy et de sa sœur à un homme nommé Matthew Ireland. Matthew Ireland connaissait Shane depuis environ 10 ans. Shane et Matthew avaient travaillé ensemble des années dans les mines de charbon et récemment, Matthew avait aussi fait de petits travaux chez Shane. Pour lui, ils étaient déjà de bons amis. Matthew s'était toujours présenté comme quelqu'un de digne de confiance et de fiable, et il n'avait aucun casier judiciaire, donc tout semblait en ordre. Le jour où Carrie, Ann et Shane ont dû se rendre à Brisbane, le 24 mars 2015, Matthew est allé chez la famille pour garder les enfants. Lorsque Matthew est arrivé, le couple a échangé quelques mots avec lui et lui a dit qu'il n'y avait pas d'alcool dans la maison. Même si je ne suis pas tout à fait sûre de la raison pour laquelle ils lui ont spécifiquement dit qu'il n'y avait pas d'alcool, s'il avait eu un problème d'alcool par le passé, je ne sais pas, c'est juste mon hypothèse. Quoi qu'il en soit, Carrie Ann et Shane étaient eux confiants que leurs enfants seraient entre de bonnes mains avec leur ami Matthew. Plus tard dans la journée, après que le couple soit déjà arrivé à Brisbane et que Carrie Ann ait assisté à son rendez-vous chez le médecin, ils ont appelé Matthew pour prendre des nouvelles et voir comment les choses allaient se passer à ce moment-là. Matthew a dit que tout allait bien. Le couple rentrait le lendemain, alors après avoir parlé avec Matthew, Carrie Ann et Shane sont allés se coucher. Cependant, le couple a été réveillé seulement quelques heures plus tard par une série d'appels manqués des grands-parents de Amy. Quand ils les ont rappelés, ils ont dit au couple qu'ils devaient rentrer immédiatement à la maison et aller à l'hôpital parce que Amy y avait été emmenée. Et ils devaient appeler la police. Carrie Ann et Shane, effrayés et confus, sont rentrés en avion et sont allés à l'hôpital de Townsville où leur fils était sous assistance respiratoire dans un état critique. Amy avait d'abord été emmenée à l'hôpital Maramba, mais son état était si grave qu'il a rapidement été transporté par avion à l'hôpital de Townsville. Lorsque les parents de Amy sont enfin arrivés à l'hôpital, les parents dévastés ont appris que leur fils, Amy, avait une rate éclatée, une côte cassée et une tige cérébrale sectionnée. Il était également couvert d'ecchymose et il a ensuite été déterminé qu'il en avait 75 au total. 75 sur son petit corps frêle. Les blessures de Amy étaient si graves qu'il a été déclaré en état de mort cérébrale et ses parents ont appris qu'il n'avait aucune chance de se rétablir. Les médecins ont dit à Carrie, Ann et Shane que la blessure au tronc cérébral que Amy avait subie signifiait qu'il était en réalité déjà décédé à la maison et que les machines ne faisaient maintenant que le maintenir en vie. Le 26 mars 2015, Amy, 18 mois, a été débranchée de l'assistance respiratoire et déclarée décédée. Shane dirait « Tu pouvais voir qu'il était parti quand nous sommes entrés dans la chambre, parce qu'en réalité, il était déjà mort dans la salle de bain. Quand son tronc cérébral a été sectionné, c'est la force de l'impact qu'il a subi qui a suffi à sectionner son tronc cérébral. » Le conducteur de l'ambulance ayant emmené Amy à l'hôpital a aussi prévenu la police, soupçonnant Matthew d'être responsable. Après avoir entendu cela, la police a contacté Matthew pour qu'il les rejoigne à la maison familiale et raconte ce qui était arrivé à Amy. Matthew a indiqué aux enquêteurs où il avait fait le massage cardiaque à Amy, puis leur a montré la chambre de Amy lorsque cela lui a été demandé.
et il a remarqué que le berceau de Amy était couvert de sang et de matière fécale. Il a dit que le sang continuait aussi sur le sol. À ce moment-là, l'enquêteur a su que quelque chose n'allait pas ici. Il a compris que ce n'était pas un accident. Sur place, la police a obtenu une première version des faits de la part de Matthew Ireland, la baby-sitter de Amy. Bien sûr, les premières versions des faits qu'il a données étaient complètement bidons et inventées. Au total, il finira par donner 4 versions différentes. Matthew a d'abord déclaré à la police qu'Amy avait eu une crise d'épilepsie. Puis il a changé de version, accusant sa sœur d'avoir blessé le garçon avec une chaise. Encore une fois, on rejette la faute sur les enfants. Finalement, après que les détectives ont relevé de nombreuses incohérences dans l'histoire de Matthew, il leur a dit ce qui était vraiment arrivé à Amy. Matthew a dit à la police que Amy s'était cogné la tête contre le bord de la baignoire lorsque Matthew lui avait violemment arraché la jambe de dessous lui. En réalité, Matthew avait battu le pauvre tout petit sans défense pendant une période de 2 heures, même si plus tard au tribunal, Matthew dira que cela s'est déroulé sur une période de 10 heures. Dans tous les cas, ce petit garçon a énormément souffert. Peu après le départ de Carrie, Anne et Shane le 24 mars laissant Matthew avec leurs enfants, il a enfermé les enfants dans la maison et est allé acheter de l'alcool. À son retour, il s'est assis devant l'appartement pour boire, et chaque fois qu'il rentrait à l'intérieur, il infligeait une nouvelle forme de violence au petit Amy. Que ce soit en lui donnant des coups de pied comme un ballon de football, en le soulevant par la gorge, en l'écrasant comme une canette de coca, ou en le poussant violemment dans son lit. Il en faisait toujours plus en rentrant, a-t-il déclaré plus tard. Il a totalement perdu le contrôle. Le corps du garçon avait 75 ecchymoses dues à de nombreux coups et coups de pied. La police avait d'abord inculpé Matthew Ireland de torture et de coups et blessures graves, mais après l'arrêt du soutien vital de Amy, il a été accusé de meurtre. Après la mort de Amy, ses parents se sont reprochés d'avoir laissé un prédateur entrer dans leur maison, censé être le refuge sûr de Amy. Carrie Ann dirait publiquement « Je suis tellement désolée, Amy, je suis tellement désolée ». Le couple avait fait confiance à Matthew Ireland. Il croyait que cet homme était leur ami et il avait fait cela à leur enfant et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. La nuit où Amy fut blessée, Carrie Ann et Shane ont appelé Matthew vers 18h30. Comme je l'avais dit plus tôt à ce moment-là, il avait dit que tout allait bien. Si les choses devenaient trop difficiles pour lui, il aurait pu leur dire à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait, parce que c'est juste un sale type violent. La mère de Amy, Carrie Ann, estime qu'une fois que Matthew a frappé son fils, il n'a pas pu s'arrêter. Alors que l'affaire de Amy attendait encore d'être jugée à la Cour suprême, ses parents ont appris que Matthew Ireland voulait plaider coupable d'homicide involontaire. Ils s'attendaient à ce qu'il plaide coupable ou qu'il soit jugé pour meurtre, car c'est de cela qu'il avait été accusé. Après la mort de Amy, les parents de Amy n'étaient absolument pas d'accord avec la requalification des charges contre Matthew et ils l'ont dit à la cour. Ils ont préféré porter l'affaire devant les tribunaux. Peu importe ce qu'ont dit les parents de l'enfant assassiné, le tribunal a tout de même requalifié les charges contre Matthew Ireland en homicide involontaire. Désormais, la peine maximale pour homicide involontaire n'est que de 10 ans, mais le tribunal a dit au couple qu'il serait difficile de prouver son intention. Le jour du procès de Matthew Ireland, il a plaidé coupable d'homicide involontaire. La peine maximale est de 10 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. En juin 2017, Matthew a été condamné pour le meurtre d'Amy. Cependant, il n'a été condamné qu'à 8 ans et 6 mois de prison. Il est resté en larmes sur le banc des accusés pendant qu'on lui lisait sa sentence, réfléchissant aussi. « Je suis désolé pour les parents d'Amy, même si cela ne signifie plus grand-chose maintenant. » De plus, Matthew était en prison depuis l'attaque contre ce petit garçon. Il avait déjà purgé 2 ans, ce qui voulait dire qu'il serait éligible à une libération conditionnelle. En mars 2019, lorsque Matthew a reçu sa sentence par le juge,
la famille d'Amy a explosé de colère. Ils étaient déjà furieux que Mathieu n'ait même pas été jugé pour meurtre, mais pour homicide involontaire. Au lieu de cela, l'un d'eux a crié « Tu es un putain de meurtrier et tu devrais avoir honte de toi ». A laissé tomber Amy en acceptant un plaidoyer anticipé et ensuite en demandant une peine légère. Aujourd'hui, les juges ne laissent pas seulement tomber Amy, ils laissent aussi tomber le peuple australien. Ce criminel vicieux sera éligible à une libération conditionnelle dans seulement, je crois que c'est 17 mois. Je suis sûr que les gens honnêtes d'Australie conviendront que ce n'est pas la justice. On nous a continuellement refusé des informations et nos pensées, nos opinions et nos supplications sont restées lettres mortes. Cela ne nous découragera pas. Nous continuerons à tout faire pour que cet individu violent ne puisse plus jamais recommencer. Et en plus de cette grande injustice déjà subie, la famille de Amy avait prévu de porter des t-shirts avec le visage du tout petit dessus. Pour la condamnation de Matthew, cependant, le juge Duncan McMeekin leur a demandé de ne pas les porter car il ne voulait pas de protestations silencieuses au tribunal. Comme le dirait la mère de Amy, Carrie Ann, nous devons rester là à regarder le visage du meurtrier, mais lui ne peut pas regarder le visage de sa victime. Cela ne semble pas juste, même si les t-shirts n'étaient pas autorisés dans la salle d'audience, alors que Matthew Ireland était emmené pour poursuivre sa peine de prison. Dans la galerie, certains ont ouvert leurs vestes, dévoilant des t-shirts éclatants « Justice pour Amy ». Les parents de Amy n'ont jamais été informés ni autorisés à défendre leur enfant durant la procédure. Ils ont aussi été censurés dans leur déclaration de victime et ignorés sur la procédure contre Matthew Ireland. Après la condamnation de Matthew Ireland, la famille de Amy a lancé une pétition auprès du procureur général du Queensland, et ils ont également tenté de faire appel de la peine de Matthew. Cependant, ils n'ont pas réussi dans leur démarche. Le plaidoyer de culpabilité de Matthew pour homicide involontaire, qui a évité un procès, signifiait aussi que les parents de Amy ne sauraient jamais précisément ce qui est arrivé à leur fils ce jour-là. La sœur aînée de Amy était présente lorsque Amy a été attaquée. Elle avait tout vu. Et par la suite, sa mère devait la réconforter au milieu de la nuit, car elle se réveillait en hurlant à cause de terribles cauchemars. Lors de sa condamnation, Matthew a plaidé coupable d'agression causant des lésions corporelles. Apparemment, il avait frappé une petite fille de 3 ans à la tête le même mois où il avait attaqué Amy. Je pense que la fillette de 3 ans était la sœur aînée de Amy, mais ce n'est pas précisé, donc je n'en suis pas sûre. Mais ce plaidoyer de culpabilité n'a abouti qu'à 6 mois supplémentaires pour Matthew, même si l'accusation avait demandé 18 mois lorsqu'il a été condamné pour son crime. La petite fille de 6 ans à l'époque, que Matthew avait agressée, a lu à voix haute sa déclaration d'impact sur la victime, disant qu'elle avait peur que le méchant revienne la chercher. Elle a poursuivi « Pourquoi m'as-tu frappé? Je suis petite, toi tu es un homme grand et fort. » L'avocat de Matthew a déclaré qu'il souffrait de stress post-traumatique, de schizophrénie borderline et de troubles bipolaires. Et l'avocat de Matthew a également déclaré au tribunal que son client était en détention protégée parce qu'il avait été agressé 4 fois en prison. C'est ce qu'on appelle la justice carcérale, parfois la seule vraie forme de justice. En mars 2019, c'est arrivé beaucoup trop tôt alors que les parents d'Amy, Shane et Carrie Ann, se battèrent pour garder l'assassin de leur enfant, Matthew Ireland, derrière les barreaux. Devenue admissible à la libération conditionnelle, une pétition sur change.org a affirmé « C'est une question de sécurité publique ». Nous ne pouvons pas accepter que ce meurtrier d'enfants condamné rejoigne notre communauté où il pourrait tuer un autre enfant. Des milliers de personnes ont soutenu les parents de Amy, révoltés par la peine trop légère infligée à Matthew. Carrie Ann, bouleversée, a déclaré que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle de Matthew était une honte et elle a exhorté la commission des libérations conditionnelles à ne pas le relâcher. Carrie Ann dirait qu'il veut sortir et vivre sa vie et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Cet homme pense qu'il peut tuer Amy et que 4 ans plus tard, il pourra sortir et reprendre une vie joyeuse.
Je ne trouve pas ça juste. Le couple milite pour durcir les peines contre la violence envers les enfants depuis la mort tragique de leur fils et demande à la Commission des libérations conditionnelles d'écouter les familles des victimes. Les parents de Amy se demandaient comment la Commission des libérations conditionnelles pouvait envisager de réhabiliter ce tueur de bébés et pourquoi la vie de Amy ne valait alors que 4 ans. Leurs efforts ont sans doute payé, la libération conditionnelle de Matthew Ireland ayant été refusée en 2019. Malheureusement, il serait libéré seulement quelques années plus tard, en septembre 2023. Par coïncidence, sa libération a eu lieu un jour avant le 10e anniversaire d'Amy. La grand-mère d'Amy, Lynn Burke, 63 ans, a interpellé Matthew Ireland à sa sortie du centre correctionnel de Woolston. Elle a crié son nom, il l'a regardé. Elle a crié « Tu es libre aujourd'hui alors que nous restons en perpétuité » et Matthew a répondu « Tu ignores ce que c'était là-dedans. » « Oh, mais tu es encore en vie, non ?» La famille de Amy est restée forte et a allumé 10 bougies sur un gâteau pour lui, chantant « Joyeux anniversaire » en sa mémoire. Après des années de lutte pour des peines plus sévères contre les meurtriers d'enfants dans le Queensland, Carrie Ann Shane a vu l'adoption d'une nouvelle loi répondant à ce problème. La nouvelle loi prévoit que les meurtriers condamnés pour indifférence cruelle entraînant la mort écoperont de la prison à vie ou d'une peine indéterminée, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Maintenant, ils se sont battus si durement pour un changement de la loi. En mémoire de Amy, Carrie Ann Shane vit maintenant avec leur fille de 11 ans dans le nord du Queensland. Ils sont partis dans une petite ville inconnue pour continuer leur vie. Les funérailles de Amy Goodwin Burke ont eu lieu le 8 mai 2015 à l'église Saint-Luc, Prince Edward Drive, Brownsville. Il a ensuite été enterré au cimetière Mount Bassett à Mackay, Queensland. Merci d'avoir écouté l'histoire de Amy aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas de la justice. Bien sûr, il a dû purger 4 ans, seulement 4 ans, pourtant, pour la vie de notre enfant, un enfant innocent, et il l'a fait d'une manière si cruelle et intentionnelle aussi. Je suis tellement triste pour la famille de Amy, qui ne trouvera sans doute jamais la paix, n'ayant pas obtenu justice pour leur fils. Et l'homme qui lui a fait ça est maintenant de retour dans la rue. Il n'y a pas d'animal là-dedans. Je sais que c'est ce que j'ai dit, mais elle a dit que c'est là-dessus qu'il dormait. Ils sont tous pareils. Je ne voulais pas le manipuler. Non. Je ne l'ai pas touché, mais il a été retrouvé face contre terre ici. Charlie Cron Miller, né le 26 septembre 2020 à Atlanta, Géorgie, était le premier fils de Stephanie et Eric Cron Miller. Charlie, 4 mois, avait de grosses joues adorables et de beaux yeux bleus. Il passait d'un petit rire discret à un vrai fou rire. Il était toujours souriant et câlin. Stéphanie savait qu'elle devrait retourner au travail alors que Charlie n'aurait que quelques mois. Avec son mari, ils ont recherché et envisagé toutes les crèches à proximité. Ils ont finalement choisi une garderie à domicile appelée Little Lovey, qui se trouvait juste au bout de leur rue. La garderie Little Lovey, située au sous-sol d'une maison sur Leisure Lane à Dunwoody, en Géorgie, était dirigée par Amanda Hickey. Amanda dirigeait cette garderie chez elle depuis 10 ans et elle était une membre très respectée de la communauté. C'est en partie pour cette raison que Stéphanie et son mari avaient choisi cette garderie pour Charlie. Charlie fréquentait Little Loveys depuis un mois en février 2021. Le 3 février au matin, Stéphanie embrassa Charlie pour lui dire au revoir et Eric l'emmena à la garderie. Plus tard dans la journée, Amanda Hickey, la propriétaire de la garderie, appela le 911 pour signaler qu'un enfant ne répondait plus. Cet enfant était Charlie. Retrouvé face contre terre, couvert de vomi, il ne respirait plus. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux,
ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire pour tenter de sauver la vie de Charlie. En apprenant que son fils ne respirait plus, Stéphanie a foncé chez Amanda puis est montée à l'arrière de l'ambulance pour accompagner Charlie à l'hôpital. Faites-la monter dans l'ambulance avec eux, madame. Prenez place, ils vont partir. C'est la maman. Et malheureusement, malgré les tentatives de sauvetage des ambulanciers, Charlie a été déclaré mort après avoir été amené au Children's Healthcare d'Atlanta. Le 5 février, Amanda Hickey a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré aggravé et de 2 chefs de cruauté envers des enfants au second degré. Pourquoi ne pas te retourner pour me faire face si mon dos a changé? D'accord, tu es arrêté. Tu veux me parler? Si oui, on retourne au commissariat pour discuter. Sinon, tu iras à la prison du comté. Oui. Tu veux me parler? Oui. D'accord, donc nous allons retourner et en discuter dans la salle d'interrogatoire, puis à partir de là, tu seras transféré à la prison, d'accord? Puis-je informer quelqu'un dans le quartier de la mort de ma destination? Qui est là-dedans? Ma fille? Oui, laissez-moi l'appeler à la porte. Vous êtes sûr? Son nom c'est Nathalie? Nathalie? Mademoiselle Nathalie? Pouvez-vous venir ici pour un autre, s'il vous plaît? Rama va venir avec nous, d'accord? Elle va aller au quartier général pour l'instant, elle veut parler. Et ensuite, à partir de là, elle sera transférée à la prison du comté de DeKalb. Une fois qu'elle sera à la prison, elle pourra passer des appels téléphoniques et vous informer à propos de Bonnie et d'autres choses comme ça. Mais il faudra probablement quelques jours avant qu'elle obtienne une caution, d'accord? Donc elle voulait vous en informer. Qu'est-ce que je peux dire à notre avocat? Pour quelle raison est-elle arrêtée? Meurtre aggravé et cruauté envers enfants au 2e degré? Amanda a dit à la police qu'elle avait mis Charlie sur le dos dans le lit parapluie, comme l'exige la loi de l'État. Elle a dit qu'il avait dû se retourner tout seul sur le ventre à partir de là. Cependant, les images vidéo obtenues par la police à partir du système de sécurité domestique d'Amanda montraient une toute autre histoire. À 13h05, elle avait amené Charlie jusqu'au parc et l'avait couché sur le ventre. Ceci contredit les recommandations médicales sur le sommeil sécurisé des nourrissons. Elle le savait, ayant été formée, comme le montrent les images de vidéosurveillance. Charlie a rampé jusqu'à 13h45 avant de s'arrêter. Et Amanda n'irait pas vérifier le petit Charlie pendant environ 2h30. Ce n'est qu'à 15h45 qu'elle est retournée là-bas et c'est à ce moment-là qu'il a été retrouvé inconscient. Je ne comprends pas pourquoi elle l'aurait mis sur le ventre et non sur le dos. Ce n'est pas comme si cela demandait plus d'efforts de simplement mettre un bébé sur le dos à la place. Donc, Amanda avait été inculpée de meurtre avec circonstances aggravantes parce qu'elle avait placé Charlie sur le ventre, ce qui a causé sa mort. Et elle avait été inculpée de cruauté envers un enfant au second degré à cause de la souffrance physique ou mentale cruelle ou excessive qu'elle avait infligée à Charlie en le couchant sur le ventre. Amanda a ensuite été détenue à la prison du comté de DeKalb. À sa première comparution après son arrestation, le juge a transféré son dossier à la Cour supérieure. Et comme Amanda Hickey et sa garderie Little Loved's étaient très connues et respectées dans la communauté, quelqu'un a même lancé une cagnotte GoFundMe pour la famille d'Amanda et ses frais juridiques. Cependant, cette cagnotte a été fermée peu de temps après avoir atteint environ 15 000 $, lorsque de nouvelles accusations contre Amanda ont commencé à émerger. Donc, lors de son audience de libération sous caution le 18 février, les procureurs ont déclaré qu'ils avaient déposé 4 autres chefs d'accusation de cruauté envers des enfants contre Amanda. Ceux-ci reposaient sur des images de vidéosurveillance trouvées le jour du décès de Charlie. En examinant les images de vidéosurveillance, la police avait découvert des abus impliquant 6 autres enfants à la crèche, tous des nourrissons et des tout-petits de moins de 2 ans. Amanda a été accusée d'avoir poussé et attrapé une petite fille en lui tirant une poignée de cheveux, et de l'avoir tirée brusquement vers le bas dans le parc avant de la soulever par le bras et le cou, ce qui a fait rougir le visage du nourrisson. Amanda a aussi été filmée soulevant un bébé de 6 mois, le secouant 2 fois, puis le plaçant dans un transat et couvrant sa tête d'une couverture. Amanda a ensuite quitté la pièce, et Amanda a également été vue tenant un enfant à l'envers par la jambe, puis le laissant tomber sur son visage. La vidéo montrait Amanda balançant d'autres bébés par les pieds,
les jetant violemment au sol, les tirant par les cheveux, poussant et faisant trébucher des tout-petits, et plaçant également d'autres bébés dans des positions de sommeil dangereuses. Et généralement, après qu'Amanda attaquait ses bébés sans défense, elle sortait simplement de la pièce et les laissait en pleurs. Donc, totalement à l'opposé du rôle d'une assistante maternelle. Au moment du décès de Charlie, Amanda avait également 10 enfants sous sa garde, des nourrissons et des tout-petits. Elle n'était autorisée à en garder que 6 à la fois. 10. Il était impossible qu'elle puisse offrir des soins adéquats à 10 nourrissons et tout-petits, même si elle n'avait pas été cruelle et sadique. Il y a trop de bébés et de jeunes enfants. Lors de l'audience, l'avocat d'Amanda a réclamé une caution de 200 000 $. Sa famille et ses amis ont aussi témoigné en sa faveur. Cependant, après qu'une juge ait visionné les images vidéo montrant Amanda avec les enfants dont elle avait la charge, elle a tout simplement refusé de lui accorder une caution. À peu près au même moment que son arrestation, l'État a également fermé la garderie d'Amanda. Le département de la petite enfance et de l'éducation de la Géorgie a annoncé que mademoiselle Hickey n'a pas contesté la fermeture d'urgence sous 48 heures. Son centre d'apprentissage pour la garde d'enfants au 2369 Lésure, Lena Dunwoody, fermera pour 21 jours. Nous poursuivons notre enquête sur le décès de l'enfant survenu le 3 février 2021 là-bas. Si nous déterminons qu'il est nécessaire de révoquer sa licence, le programme restera alors fermé jusqu'à ce qu'une audience ait lieu devant un juge administratif. Et la garderie d'Amanda avait été inspectée quelques jours avant la mort de Charlie, le 28 janvier. Il a été déterminé que la garderie Little Lovey répondait aux exigences pour continuer à fonctionner à la suite d'une étude de licence menée par l'État. Cependant, elle a été sanctionnée pour ne pas avoir complété le nombre d'heures de formation annuelle exigées par l'État. Elle n'avait complété que 3 des 10 heures nécessaires chaque année. Et lors de cette inspection en janvier, qui s'est déroulée virtuellement en raison de la pandémie, Amanda était en conformité puisqu'elle n'avait que 6 enfants sous sa garde à ce moment-là. Je pense qu'elle avait sûrement caché quelques-uns dans le placard, puisque c'était une inspection virtuelle. La garderie avait récemment été inspectée et obtenait de bonnes évaluations sur qualityrated.org. Le 12 mars 2021, Amanda Hickey s'est vue accorder une caution de 10 000 $ et ce soir-là, elle a été libérée sous caution. Cependant, elle devait respecter plusieurs conditions, notamment le port d'un bracelet électronique avec GPS et la résidence surveillée. Elle ne devait parler ni aux victimes ni à leur famille. Et il lui était interdit d'entrer en contact avec des enfants de moins de 10 ans, sauf les siens, et elle ne pouvait pas travailler dans une garderie. L'avocate d'Amanda cherchait à empêcher l'utilisation des images de vidéosurveillance de la garderie au procès. Son avocate soutenait qu'après que la police soit intervenue au domicile d'Amanda suite à l'appel au 911, elle ignorait être enquêtée pour meurtre et n'avait jamais été informée de son droit de garder le silence ou de refuser de fournir à la police de Dunwoody les images de vidéosurveillance ou son DVR. La requête déposée par l'avocate d'Amanda soutenait en outre que leur cliente avait été intimidée au point de croire qu'elle devait se plier à toutes les demandes de la police de Dunwoody, ce qui a alors entraîné une violation intentionnelle du droit du 4e amendement de mademoiselle Hickey à être protégée chez elle contre toute perquisition et saisie déraisonnable. Mais ce n'est pas déraisonnable, car l'enfant est décédé dans sa maison, alors en quoi cela serait-il déraisonnable ? Les procureurs ont cependant rétorqué qu'Amanda n'avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée, étant donné que la garderie qu'elle exploitait à son domicile était soumise à la réglementation de l'État, ce qui incluait le consentement aux inspections et aux visites du département de la petite enfance et de l'apprentissage de Géorgie à l'époque. La requête ajoutait que les agences de services de garde d'enfants de l'État, qui supervisent les activités des garderies, auraient accès à tous les dossiers relatifs à la prise en charge des enfants, y compris la vidéosurveillance. Tu ne peux pas juste cacher ça aux autorités en dirigeant une garderie, ça ne marche pas comme ça. En plus de cela, Amanda avait donné son consentement à la police, ce qui peut être vu dans les images de la caméra corporelle pour entrer chez elle, pour regarder les images de la vidéosurveillance, et aussi pour emporter les images au poste de police afin d'aider dans l'enquête,
Je l'ai couché sur le dos, mais ses parents disent qu'il pouvait se retourner, mais je ne l'avais jamais vu faire. À quelle heure as-tu appelé Nana? Je peux te montrer ma caméra? J'étais vraiment paniquée, complètement bouleversée, alors je ne sais pas. J'ai composé le numéro, puis j'ai continué à appuyer, et je crois qu'ils m'ont rappelé. J'ai allongé Charlie sur le dos et l'ai trouvé là. Dans ce coin, Drôle. ici et... À cette position. Ici. Y avait-il un tapis? Où est-ce un tapis? C'est le tapis sur lequel il était allongé? À quelle heure l'avez-vous couché? Un peu après 2 heures. Je crois que c'est son horaire habituel, vers 2 heures ou 2h30. Et ensuite, normalement, il aurait dormi puis pris un biberon vers 3 heures. Vous êtes descendu à 2h45, 3h40 et 3h45. Si j'avais su qu'il y avait une urgence, je ne l'aurais pas laissé dormir. Je croyais juste qu'il était fatigué ou qu'il dormait encore. Son biberon était prévu pour 3 heures, donc j'ai son biberon sur le comptoir, prêt à être donné, en attendant qu'il se réveille. Donc c'est juste un... Montre-moi encore comme ça devant, ça c'est derrière. Peux-tu me montrer comment tu l'as allongé et trouvé sur la photo? Tu as vu celui-là? Oui, je l'ai laissé ouvert car ça ne s'écoule pas par le tuyau et le seau est plein. Je voulais justement te prévenir. Prendre une photo de ses vêtements. Oui, ça va. C'est juste pour que personne ne pense que c'était ouvert. Tu n'as pas besoin de le déplacer, ça va. Ici même, en fait, c'est bien. D'accord. Montre-moi comment tu l'as placé. Bien sûr. Bien sûr, je vais te donner une photo et ensuite te montrer comment tu filmes. D'accord. Et il y avait un autre enfant là-dedans, donc tu l'as posé et tu en as pris un autre, c'est ça? Donc il était là-dedans tout seul. Oui, il l'était. Oui, oui. Oui. Il y a eu un changement. Alors, j'ai remarqué que vous avez des caméras, elles enregistrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je crois que oui, oui. Ou est-ce que c'est seulement sur détection de mouvement? Bonne question, je ne sais pas. D'accord, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on pourra y accéder? Je pense que les familles ne le font pas. Ce n'est pas ce que Oné partage avec elle. Non, tu sais. Elle disait que c'était une alaise, mais il n'y en a pas. J'ai dit ça aussi, mais elle insistait que c'était celle sur laquelle il dormait. Elles sont toutes ainsi. Je ne voulais pas la manipuler. Non. Je ne l'ai pas encore touché, mais il a été retrouvé face contre terre dans ce coin, en haut à gauche. Elle l'a remis en place et elle a dit qu'il devait se retourner. Mais ils ont une caméra ici. Je l'ai juste là. Je ne sais pas. Tu vois ça? Non, ce n'est pas sûr. Décoloration sur compresse. Et puis la décoloration sur le brin lui-même. Même si son avocate tentait d'empêcher l'utilisation de la vidéo de surveillance au procès, cela n'aurait finalement aucune importance. Le 22 septembre 2023, Amanda plaiderait coupable à 7 chefs de cruauté envers des enfants au premier degré, 7 de conduite imprudente, 1 de cruauté au second degré et 3 de coups et blessures. Amanda avait accepté un plaidoyer Alford, ce qui lui permettait de maintenir son innocence tout en reconnaissant qu'il était dans son intérêt de plaider coupable. Amanda Hickey a été condamnée à 35 ans de prison, dont 30 ans de détention et les 5 années restantes en liberté conditionnelle. Après sa libération, elle ne pourra pas contacter les victimes ni leurs familles dans le cadre de sa liberté conditionnelle. Elle ne pourra pas entrer en contact ni travailler avec des enfants de moins de 13 ans et elle ne pourra pas tirer de bénéfices financiers de cette affaire. Lors de son audience, Amanda a présenté ses excuses aux familles des victimes. « Je sais qu'aucun mot ne pourra apaiser leur douleur, si ce n'est d'assumer mes responsabilités et d'exprimer un profond chagrin pour ce que j'ai fait. C'est mon héritage, sans excuse. J'ai déçu tout le monde, je me suis déçu moi-même, j'ai déçu ma famille, mes parents, mes clients, mes anciens clients. J'ai brisé le cœur de tout le monde par mon comportement ce jour-là,
et j'en assume l'entière responsabilité. Lors de cette audience virtuelle, Stephanie Kronmiller, la mère de Charlie, a également pris la parole et a dit qu'elle aimerait pouvoir effacer ce jour-là et tenir Charlie à nouveau dans ses bras. Elle a dit qu'elle vit maintenant un cauchemar parce qu'elle avait fait confiance à quelqu'un qui n'a cessé de mentir et qui pense encore être innocente. Elle est seulement désolée d'avoir été prise. Stephanie dit qu'elle n'a vu aucun remords chez Amanda et Amanda a été placée en détention immédiatement après son audience. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour créer une association au nom de Charlie et soutenir les besoins de sa famille après son décès. Les funérailles de Charlie Kronmiller se sont tenues le 10 février 2021 à l'église presbytérienne de Peachtree, suivie de son incinération. L'armée de Charlie, fondée par les parents de Charlie en sa mémoire, œuvre pour protéger les nourrissons et jeunes enfants sans voix propre. Les parents de Charlie ont également accueilli un nouveau bébé nommé Liam, diminutif de William, dans le monde le 21 septembre 2022, quelques jours avant ce qui aurait été le 2e anniversaire de Charlie. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Charlie aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Charlie et à sa famille est terrifiant. On ne sait jamais à qui on peut faire confiance ou non. Cette garderie, ouverte depuis des années, avait d'excellents avis et une propriétaire appréciée. Pourtant, un bébé y est mort et d'autres nourrissons ou tout petits ont été maltraités. Malheureusement, il a fallu la mort du petit Charlie pour révéler ces atrocités. Celles qui ont été commises par une femme dont le travail était de s'occuper de ses enfants parce que leurs parents lui faisaient confiance. Zariel Olivier est née le 8 janvier 2013. C'était une petite fille joyeuse et pleine de vie qui adorait danser, lire et jouer avec ses frères et sœurs. Amaya Hugues est née peu de temps après, le 23 décembre 2013. C'était une petite fille adorable qui aimait jouer dehors, chanter et danser. Et puis Tamari Olivier est née 3 ans plus tard, le 28 octobre 2016. Elle aimait s'amuser et se faisait facilement des amis. Elle aimait jouer avec ses poupées et ses frères et sœurs. Les 3 filles sont nées à Mount Pleasant, Texas, de leur mère Shamanique Olivier. Les filles avaient aussi 3 autres frères et sœurs. Shamanique Olivier, 28 ans, est partie travailler le 29 juillet 2022 vers 13h. Infirmière, elle travaillait dans un centre de soins à domicile à Texarkana. Sa cousine Shamanique, Paris Props, vivait avec elle depuis environ 2 ans. Et il était à la maison d'Atlanta, au Texas, cette nuit-là pour garder les 6 enfants de Shamanique. Shamanique avait un enfant de 9 ans, un de 8 ans, un de 7 ans, un de 5 ans, un de 4 ans et un d'1 an. Donc, pendant qu'elle était à son travail, elle a appelé vers l'heure du dîner pour prendre des nouvelles des enfants et voir comment tout se passait. Les enfants lui ont dit qu'ils avaient dîné puis regardèrent la télévision. Elle a demandé leur plan pour la soirée, rester à la maison, regarder encore un peu la télévision, puis prendre leur bain avant de se coucher. Ils restaient car il était tard et savaient qu'il ne fallait pas sortir la nuit. Le service de Shamanique devait finir à 22h et elle habitait à 25 minutes. Quand elle devait rentrer, Shamanique pensait que ses enfants dormaient déjà. Mais à 21h, seulement 1 heure avant la fin de son service, elle a reçu un appel téléphonique de sa cousine, Paris, lui disant que ses enfants avaient disparu. Il n'a pas précisé le nombre ou l'identité des enfants disparus, elle a pensé qu'il s'agissait peut-être de tous. Il avait appelé Shamanique avant le 911. Harris a couru chez un voisin pour demander un téléphone, car il n'avait pas de portable ou ne l'avait pas sur lui. Je ne sais pas. Shamanique, paniquée, a quitté le travail plus tôt et est rentrée en voiture chez elle. En route, elle a appelé le 911 pour signaler la disparition de ses enfants, sans savoir alors combien ni lesquels manquaient. Elle a demandé à sa tante de venir vite, de commencer à chercher les enfants avant son arrivée et de continuer jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés avant 22h. Les gardes-chasse du département des parcs et de la faune du Texas. Les équipes de secours incendie et le bureau du shérif du comté de Cass ont recherché les enfants disparus. Zariel Olivier, 9 ans, Amaya Hugues,
8 ans, et Tamari Olivier, 5 ans. Les 3 autres enfants de Chamanik ont été retrouvés indemnes chez elle. Les gardes-chasse du Texas ont fait appel à leur chien pour chercher les 3 filles disparues. Les agents ont emmené le chien à la maison où les filles avaient été vues pour la dernière fois. Ils pouvaient sentir une odeur et la suivre jusqu'à leur destination. Le chien a trouvé leurs traces et a guidé les agents vers une propriété voisine. Ils ont poursuivi vers un étang à 200 mètres de la maison des filles, près de la route 77. Ils ont trouvé une paire de baskets près de l'eau, identifiée comme celle d'une des filles. Un vélo violet était couché près de l'étang, sans qu'on sache s'il appartenait à l'une des petites filles. La police a alors remarqué un détail révélateur. Des empreintes de pas dans la boue menaient à l'étang. Après avoir vu cela, ils ont appelé une équipe de plongeurs pour rechercher les filles. Chamanik ne comprenait pas pourquoi la police fouillait près de l'étang, car ces filles ignoraient son existence. Elles n'étaient jamais venues ici et n'auraient de toute façon pas osé sortir à cette heure, sachant que ce n'était pas bien. 35 minutes après l'arrivée de Chamanik, la police lui a demandé des informations sur des vêtements trouvés. L'agent a dit qu'ils avaient trouvé des vestes attachées ensemble dans l'étang et lui a demandé si elles étaient à ses filles. Chamanik a confirmé qu'elles étaient à ses filles. Mais le problème, c'est que ces manteaux avaient récemment été jetés à la poubelle parce qu'ils n'allaient plus aux filles. Alors comment sont-ils arrivés là-bas? La policière a aussi déclaré que les vestes étaient attachées par les manches, comme si quelqu'un voulait en faire une corde. Juste après, les policières ont annoncé une terrible nouvelle à Chamanik. Elles avaient sorti le corps d'Amaya, 8 ans, de l'étang. Chamanik était hors d'elle, à tel point qu'elle a commencé à faire une crise cardiaque, et elle savait que c'en était une parce qu'elle en avait déjà eu une 1 an auparavant et qu'elle prenait des médicaments pour cela. Mais à ce moment-là, avec tout ce tumulte, elle avait oublié de prendre ses médicaments. Chamanik a été envoyée dans un hôpital local et c'est pendant qu'elle s'y trouvait qu'elle a reçu la terrible nouvelle. Les agents avaient retrouvé les corps des 2 autres filles. Les corps de Zariel et Amaya ont également été retrouvés au fond de l'étang. La police lui a annoncé la noyade des 3 filles. Chamanik se souvient à peine du moment où elle a appris que les corps de ses 2 autres filles avaient été découverts. Ils ont dû la calmer pour éviter une autre crise cardiaque. Les 3 filles étaient retrouvées habillées, mais 2 sans chaussures. Les corps des petites filles ont été envoyés pour des autopsies et lorsque les résultats sont revenus, tout le monde a été sous le choc. Elles ne s'étaient pas noyées du tout. La cause de leur mort était la strangulation pour les 3. Il y avait aussi des lacérations sur leur visage. Et pour aggraver les choses, les 3 petites filles ont également été agressées sexuellement. Et ce n'est que le 23 mars 2023 qu'un communiqué a été publié pour informer le public que la cause du décès des filles n'était pas une noyade accidentelle, mais bien un homicide. La procureure du comté de Cass a indiqué un retard inexpliqué dans l'autopsie. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y avait eu un retard à informer le public qu'il y avait toujours un tueur d'enfants en liberté dans les rues. Et Paris Props, âgé de 31 ans, qui vivait auparavant avec la famille, ne parlait même plus à Chamanik. Il l'ignorait. Depuis que les filles avaient été retrouvées mortes, la police ne l'avait même pas interrogée. Il lui avait posé quelques questions lorsqu'ils étaient arrivés sur les lieux cette nuit-là. Mais il n'a jamais été convoqué pour un quelconque entretien formel. Et il était le dernier adulte connu à avoir été avec elle. À l'époque, il vivait avec sa mère et sa mère lui disait de ne pas parler à la police. Et elle disait à tout le monde de rester loin de la maison aussi. Gardez donc à l'esprit que la mère de Paris est la tante de Chamanik, donc aussi la tante des 3 filles, et qu'elle essaie de protéger son fils, qui sait quelque chose sur la mort de 3 petites filles innocentes, au lieu de leur rendre justice. Et même si Paris a assisté aux funérailles des filles, il a dormi pendant toute la cérémonie. Paris a également un long passé criminel comprenant des délits mineurs, des accusations liées aux armes, aux stupéfiants et des accusations de méfaits criminels. Chamanik a affirmé que durant les 2 ans où il a vécu chez elle, il n'y a jamais eu de problèmes avec lui. La fille de 4 ans de Chamanik, dont le nom reste inconnu, a parlé aux Texas Rangers.
et elle leur a dit qu'elle avait vu Paris aller dans les bois avec les 3 petites filles avant leur disparition. Mais ils ne voulaient pas l'écouter, affirmant qu'elle était trop petite. Si ma fille de 4 ans disait ça spontanément, je la croirais sans hésiter. Les enfants inventent des histoires de princesses et de licornes, pas ce genre de choses. La voisine qui avait prêté son téléphone à Paris cette nuit-là pour appeler Chamanique a dit qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Et elle dit aussi qu'elle l'a dit aux policiers. Une information capitale. Elle a dit que lorsque Paris était arrivé chez elle, il était mouillé. Et pas seulement mouillé comme s'il avait beaucoup transpiré, mais trempé, a-t-elle précisé. Lors des funérailles de la fille, Chamanique a constaté que Tamari et Amaya n'avaient pas vraiment beaucoup de lacérations au visage, contrairement à ce que mentionnait le rapport d'autopsie. Cependant, il semblait que Zariel avait subi des lacérations. Sa mère a dit que son visage avait dû être partiellement reconstruit pour les funérailles. Personne n'a encore été désigné comme personne d'intérêt dans cette affaire. Cela fait plus d'1 an. Et Chamanique a essayé de contacter le Texas Ranger qui travaille sur l'affaire de la jeune fille, Josh Mason, pour lui demander comment avance l'enquête et où ils en sont. Mais il n'a jamais répondu à ses appels téléphoniques ni à ses emails. Oh, pardon, il y a eu une fois où il l'a fait. Il l'a appelé en numéro inconnu pour lui demander si quelqu'un l'avait contacté après le communiqué de presse. Il semblait se soucier seulement de la mauvaise publicité, pas de ce qui était arrivé aux filles. Les Texas Rangers enquêtent sur les meurtres de 3 jeunes filles dans le comté de Cass, tandis qu'une organisation controversée s'en mêle. Donald Britton de NBC6 nous fait part des dernières informations. La mère des 3 filles assassinées l'été dernier dans le comté de Cass reçoit désormais le soutien de la nouvelle nation des Black Panthers. Nous souffrons avec cette mère et sa famille parce que nous ne comprenons pas comment 3 belles petites filles noires ont pu être assassinées dans ce comté. Les principales agences d'enquête ignoraient qu'il s'agissait d'un meurtre et ont cru à une noyade accidentelle. Zario Robertson-Olivier, 9 ans, Amaya Hughes, 8 ans, et Tamari Robertson-Olivier, 5 ans, ont été portés disparus le 29 juillet par leur cousine, chargée de les garder pendant l'absence de leur mère. Le lendemain, leurs corps ont été découverts dans un étang près de la Texas Highway 77 à Atlanta, Texas. Les autopsies récentes révèlent que les 3 filles ont été étranglées, ont eu des lacérations au visage et que leurs morts sont désormais considérées comme des homicides. La New Black Panther Nation demande aux Texas Rangers de saisir le FBI. Chaque citoyen de ce comté, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe ou son statut, devrait être indigné et profondément préoccupé. Se promener en craignant qu'un tueur d'enfants soit en liberté. Aucune arrestation à ce jour. Si vous avez des infos, contactez les Texas Rangers. Chaque jour, la mère pense à Zara, Amaya et Tamari. Elle affirme « J'ai toujours voulu travailler et être une bonne mère pour mes enfants. » Mais maintenant, elle dit qu'il est difficile de gagner sa vie et qu'elle s'en sort à peine parce qu'elle continue de faire son deuil. Cependant, elle gagne un peu d'argent en ce moment en créant et en vendant des t-shirts et des tasses. Depuis que l'histoire de la fillette a fait la une, Chamanique dit avoir été harcelée plusieurs fois par des inconnus. Des gens l'appellent avec de faux numéros et lui envoient des messages sur Facebook à partir de faux comptes. Ils disent qu'elle est une mère indigne, qu'elle a eu ce qu'elle méritait et que ses enfants seraient mieux morts eux aussi. Elle subvenait aux besoins de ses enfants en cumulant 3 emplois. Comment quelqu'un peut-il oser dire qu'elle est une mère indigne? Elle faisait confiance à son cousin, qui avait vécu là 2 ans sans problème. Elle lui confiait donc ses enfants. Il était là depuis 2 ans auprès des enfants. Le procureur du comté de Cass indique que plusieurs personnes ont été interrogées et que les tests ADN se poursuivent. Et comme je l'ai dit, aucun suspect n'a été nommé et aucun mobile pour les 3 homicides n'a encore été révélé. Et le shérif du comté de Cass, Larry Rowe, dit qu'il s'agit d'une enquête très active, mais il ne donnera aucun autre détail. Une cérémonie funéraire pour la jeune fille s'est tenue le samedi 13 août 2022 à l'auditorium du lycée d'Atlanta, Texas. Elles ont été enterrées ensemble au cimetière Gum Springs CMU à Douglasville, au Texas.
La famille a également organisé un lâcher de ballon pour Zariel, Tamari et Amaya le samedi 29 juillet 2023 près de la maison d'où les filles ont disparu. Merci d'avoir écouté les histoires de Zariel, Tamari et Amaya aujourd'hui. Franchement, c'est scandaleux qu'il n'y ait aucun suspect et qu'aucune arrestation n'ait été effectuée. Et l'homme, seul adulte présent avec les enfants cette nuit-là, n'a même pas été interrogé officiellement. Plus d'1 an plus tard, il y a un tueur d'enfants en liberté et en plus, il est très violent. Non seulement cette personne a tué 3 filles en une seule nuit, mais elle les a aussi agressées. Plus de gens doivent être informés de cette affaire. Ces 3 magnifiques petites filles méritent justice, tout comme leur famille. Le 9 décembre, la police déclare avoir trouvé Fridley inconsciente dans un appartement sur Monterey Parkway à Sandy Springs. Kirsty Flood, la babysitter de Fridley âgée de 29 ans, a été arrêtée. La famille de Fridley dit que la babysitter a initialement affirmé que la fillette était morte d'une chute sur l'aire de jeu, mais l'autopsie a révélé de graves blessures. Fallon Fridley est né le 27 septembre 2018 de Kristen Fridley Gaunt à Hollywood, en Floride. La mère de Fallon, Kristen, a épousé Cameron Gaunt, que Fallon voyait comme son père. Son père biologique n'avait en réalité jamais fait partie de sa vie et avait complètement disparu de la vie de Kristen. Enceinte de Fallon de 8 mois, la petite adorait danser, chanter et aimait son chaton Monsieur Butters. Elle avait une peluche préférée nommée Lovey, toujours avec elle. On disait que Fallon, gentille et attentionnée, s'entraînait déjà à s'occuper des animaux, suivant peut-être sa mère, assistante vétérinaire. Après la fermeture de la garderie de Fallon en août 2020, à cause de la pandémie, Kristen a confié sa fille à la garderie à domicile de son amie. À ce moment, Kristen était amie avec Kirsty Flood depuis presque 5 ans, ce qui semblait idéal pour garder sa fille. Kirsty, mère elle-même, avait une fille de 3 ans et un fils de 8 mois. Sa fille de 3 ans était la meilleure amie de Fallon, alors dès août, Fallon allait chez Kirsty 3 jours par semaine pendant que ses parents travaillaient. Et elle semblait adorer aller chez Kirsty. Certains jours, elle ne voulait même pas rentrer à la maison, elle voulait continuer à jouer. Le matin du 9 décembre 2020 vers 7h. Cameron a déposé Fallon chez Kirsty pour la journée comme d'habitude et plus tard dans la journée vers 13h30. Kirsty a demandé à Kristen par message si Fallon pouvait dormir chez elle. Kristen a accepté, pensant que sa fille s'amuserait avec celle de Kirsty. Elle a dit à Kirsty que c'était d'accord et qu'elle appellerait dans quelques heures pour prendre des nouvelles de Fallon étant au travail. Kristen a reparlé à la babysitter vers 16h30 cet après-midi-là et à ce moment-là, Kirsty a dit à la mère que Fallon allait très bien et qu'elles étaient au parc en train de jouer. Le téléphone de Kirsty s'est éteint, ce qui a agacé Kristen, mais elle n'était pas inquiète car elle faisait confiance à son amie. La mère pensait aussi qu'elle aurait rapidement des nouvelles de la babysitter. Cependant, il s'est écoulé encore 2 heures avant qu'elle ne puisse la joindre. Vers 18h30, Kristen a enfin parlé à Kirsty et a demandé à parler à sa fille Fallon. Kirsty a demandé 1 heure pour recharger son téléphone, puis a appelé Kristen en vidéo à 19h30. Quand elle l'a fait, Fallon était dans une pièce sombre, assise sur un lit, semblant tout juste réveillée. Mais quand Kristen a essayé de lui parler, elle ne répondait pas. Même si la mère trouvait cela étrange, Fallon aimant parler, elle pensa que la fillette était simplement fatiguée après une longue journée. Kristen a passé le téléphone à Cameron pour qu'il salue leur fille Fallon. Mais dès qu'il a dit « Coucou ma chérie » et qu'il a regardé sa fille, le téléphone s'est coupé. Cela a mis Cameron mal à l'aise et il a demandé à Kristen s'il devait chercher Fallon. Ils ont tenté de joindre Kirsty à plusieurs reprises, sans succès. Les parents inquiets ont appelé son petit ami, présent depuis plusieurs heures ce jour-là pendant qu'elle gardait Fallon. Lorsqu'il a finalement répondu après plusieurs appels, il a dit à Cameron et Kristen que le téléphone de Kirsty était encore tombé en panne de batterie, même si elle venait de le charger pendant plus d'1 heure. Quand Kristen a pu parler à Kirsty, celle-ci lui a dit que Fallon allait bien.
elle venait de dîner et allait se coucher. Moins de 2 heures après l'appel FaceTime, Kristen a reçu un appel paniqué de Kirsty. Elle lui a dit que Fallon ne réagissait plus parce qu'elle s'était en fait cogné la tête sur le toboggan au terrain de jeu plus tôt. Mais le problème, c'est que la mère de Fallon avait parlé plusieurs fois avec Kirsty depuis, et c'était la première fois qu'elle entendait parler d'un accident survenu au terrain de jeu. Fallon a été transférée d'urgence à Children's Healthcare of Atlanta, où Kristen et Cameron l'ont rejointe. Les médecins allaient dire aux parents de la petite fille que ses blessures n'étaient pas compatibles avec une blessure survenue sur un terrain de jeu. Elle avait de graves hémorragies internes et aucune activité cérébrale. Une médecin a affirmé qu'une enfant avec de telles blessures n'aurait pas pu marcher ni fonctionner physiquement. Les blessures ont été infligées peu de temps avant que Fallon ne soit amenée à l'hôpital. Malheureusement, elles étaient trop graves et la fillette est décédée. Tu es un amour. Kirsty Flood a été arrêtée 2 jours plus tard et elle a été inculpée de meurtre avec préméditation, de meurtre criminel et d'agression sexuelle aggravée. Cruauté envers les enfants au 1er degré, cruauté envers les enfants au 2e degré, fausse déclaration et altération de preuves. Elle s'est vue refuser la libération sous caution. Kirsty a d'abord dit à la police que Fallon jouait sur le toboggan au terrain de jeu quand elle s'était soudainement cogné la tête. Elle leur a dit qu'à leur retour à la maison, elle avait couché Fallon parce qu'elle se comportait de façon étrange. Mais elle ne s'était jamais réveillée. C'est là que tu as cru. Je pense qu'elle a peut-être chuté du toboggan ou autre. D'accord. Donc pour moi, le toboggan, ce truc, peu importe. Ça sonne juste comme, hein? Eh bien, alors, en bas du toboggan, il y a comme, tu sais, le bas du toboggan. Et puis tu pourrais, genre, quand tu relèves la tête, la seule chose à laquelle je peux penser, c'est là. Peut-être parce que j'ai remarqué, genre, un peu de rouge juste ici. Ce n'est rien de grave, c'est juste un peu de rouge. Mais c'est tout. Je me disais, il n'y a rien d'assez grave pour que ce soit ça. Genre, oh là là, il faut absolument que je l'emmène à l'hôpital parce qu'elle a une hémorragie interne, tu vois ce que je veux dire? Mon enfant est tombé du haut de l'aire de jeu, mais c'est très différent. J'ai fait comme si de rien n'était, tu vois, j'ai suivi, elle voulait s'allonger, alors je l'ai allongée. Elle a son propre lit. En fait, chez moi, j'ai un lit pour ma fille et j'ai un lit pour elle. Je l'ai allongée avec, je l'ai allongée à côté d'elle, puis j'ai préparé le dîner, j'ai fait des macaronis au fromage et des légumes. Jouait-elle à la maison? Venait-elle d'entrer quand je suis revenu? Elle a joué pendant 1 seconde, puis elle a voulu aller s'allonger. Donc, dans la chambre de ma fille, elle a une télé, elle a des trucs qu'elles adorent, donc c'est un petit coin à elle. Et puis, elles ont aussi une salle de jeu. Elle est allée s'allonger juste 1 minute, puis j'ai dit « Fallon, tu as faim? Tu veux dîner ?» Et elle a couru. « Demande à Jeff, je ne crie pas. Tu vas voir Cindy ?» Elle a couru dans la cuisine. Je me suis dit « Peut-être qu'elle a faim et va bien. » Elle m'a fait m'allonger 1 seconde, peu importe, tout va bien, et ensuite elle ne mange pas. Je me dis « Oh mon Dieu, c'est étrange, tu avais tellement faim à l'instant, je ne vais pas te donner de bonbons, tu sais. » Vais-je simplement continuer à te donner des bonbons? Je me demande ce que feraient ses parents aujourd'hui. C'est facile, ta solution c'est les bonbons et les chips. C'est juste pour faciliter, pour avoir à manger. Je comprends, je suis dépassée. Je ne suis pas un super parent. Non, je comprends aussi, mais je suis épuisée et je ne veux pas imposer ça à mes enfants. J'essaie simplement d'avoir des options saines chez moi. D'accord, cool. Bref, elle n'a pas mangé Harper. J'ai fini par donner toute la nourriture à mon chien. Je l'ai littéralement juste jetée. Elle a pris genre 2 bouchées. Je crois qu'elle a mangé les légumes et peut-être une seule coquille de pâte. Presque rien. J'ai donné le reste à mon animal faute de croquettes, ne pouvant aller au magasin. J'essayais de préparer le dîner et de tout gérer. Je ne voulais pas la laisser, alors on est resté dehors à fumer quelques minutes. Je ne sais même pas combien de temps, mais pas longtemps. Je retourne voir comment elle va et elle avait cette tête. Je me demande, qu'est-ce que c'est? Kirsty a également déclaré aux autorités que son petit ami de 28 ans, Jeffrey Scott Myers, était présent depuis plusieurs heures ce jour-là dans leur appartement de Monterey Park.
Il l'avait aidé à mettre Fallon dans une baignoire d'eau froide avant d'appeler le 911 car Kirsty pensait que le choc pourrait la réveiller. Elle avait ce regard lointain. Je l'ai mise dans la baignoire à cause du choc. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, l'eau froide peut, tu sais, faire l'affaire vraiment rapidement. Donc voilà. Elle était en couche et avait encore ses chaussettes. Et parce que je ne voulais pas trop la traumatiser, Je l'ai mise dans la baignoire avec ses chaussettes et sa couche. je l'ai littéralement assise comme ça en essayant. L'eau froide la retenait comme à l'arrière de son cou comme ça et rien. Elle ne réagissait pas à l'eau. On l'a mise dans la baignoire un instant. Tu étais chez ton petit ami? Oui. D'accord. Juste un petit moment. Il m'aidait, essayant de tout faire dans la position accroupie, la mettre dans la baignoire pendant 2 secondes et puis... Tu sais, la ramener. Vraiment, à ce niveau-là, je veux juste dire... Tu vois, je suis sûr que je ne peux pas. Danner. La bercer, littéralement la bercer, la tenir. Faire tout ça, tu sais. Juste l'aspect réconfortant. J'essayais juste de faire tout ce que je pouvais faire en tant que mère, tout ce qu'une mère ferait naturellement, et rien ne fonctionnait. D'accord. N'est-ce pas? Pourquoi? À ce moment-là, après que tu sois sorti de la baignoire, Allez, Quoi? Non, sérieusement, que se passe-t-il? Genre, je n'ai pas vu si c'était du poison ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils doivent vraiment faire des tests sur cette fille. Vraiment, ils doivent lui faire passer des examens. Je ne sais pas quoi faire à partir de maintenant, par contre. En ce qui concerne, enfin... Je suis comme elle, je suis sa nounou, et je suis tout ça pour elle, et je ne sais pas, j'ai peur de sa mère. Je ne sais pas si je devrais aller à l'hôpital et lui faire un câlin, voir si c'était moi. tu veux connaître tous ces problèmes? Oui. D'accord. Selon les médecins des urgences, Oui. elle a un crâne fracturé. Quelle fracture du crâne? Son cerveau est enflé et saigne. Elle a aussi des hémorragies internes d'après le médecin. Voyons voir. Son ventre est rempli de sang. Elle a une blessure au foie, à la rate et au côlon, et elle saigne encore activement à l'intérieur. Elle n'a plus d'activité cérébrale. Oh mon Dieu, stop. Elle a des bleus partout. Arrête. Elle a des bleus sur la tête. La partie externe de sa tête est petite. Elle a des bleus tout autour de la tête. Je peux montrer des photos. Donc la photo que vous m'avez montrée il y a quelques minutes, elle ne ressemble pas à ça en ce moment. Elle va mal? Tu penses que c'est le sang qui lui monte à la tête et tout ça? Tu sais, quand t'es allongé. Lorsqu'elle a été déposée ce matin? Oui. À quoi ressemblait-elle? Comment a-t-elle agi? Avez-vous noté quelque chose d'inhabituel? Son père m'a dit qu'elle avait la grippe. Oui, il l'avait aussi. C'est tout? C'est tout. Vous n'avez vu aucun bleu sur sa tête, sur son ventre? Elle avait des égratignures ici. D'une possible griffure de chien, c'est ça? Elle avait une égratignure ici et un bleu là. D'accord. Oui, c'est ça. Donc pas d'échymose ici. Non. D'accord, rien de tout ça n'était ça. Je veux dire, elle porte ses cheveux comme ça. D'accord. Elle porte vraiment ses cheveux comme ça. Je le ferai, je le ferai. Si je voyais une brise sur sa tête, j'appellerais immédiatement ma mère. D'accord. Je laisserai juste son bleu rester un bleu. Parce que c'est comme ça qu'on a des hémorragies internes. C'est bien ça? C'est comme ça que ça arrive. D'accord.
Elle saigne en interne à cause de blessures à la rate, au côlon et à la litière. Et selon vous, aujourd'hui, il n'a eu que la chute de la luge au parc Morgan Falls, où le sol est mou et rebondissant. Donc ils l'ont fait comme ça, pour que les enfants ne se fassent pas vraiment mal quand ils tombent. N'est-ce pas? Les blessures que cet enfant a, selon le médecin, sont aiguës, ce qui signifie qu'elles viennent tout juste de se produire. Il était impossible que cela vienne d'arriver. Donc ces blessures que cet enfant a ne correspondent pas à ce que vous me dites s'est passé. Les blessures que cet enfant a proviennent d'une maltraitance grave ou d'une blessure sévère. Depuis combien de temps l'avez-vous eu aujourd'hui, physiquement? Je n'arrive pas à croire. Comment exactement cela a-t-il pu arriver? Dis-moi, parce que nous n'étions pas là, est-ce que tu étais le seul avec l'enfant aujourd'hui? J'étais avec plein de gens au parc. Quand est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que tu t'occupais de l'enfant tout seul, aujourd'hui? Je m'en occupe seule. Toujours d'accord. Tous les jours. Il n'y a jamais eu de problème, jamais. À quelle heure l'as-tu récupéré hier? 6 heures du matin? Oh, tu l'as eu toute la journée? Oui. Il s'est passé quelque chose qu'on ne nous dit pas parce que ces blessures n'apparaissent pas comme ça. Il n'y a absolument rien que je ferais à un enfant, avant tout. Deuxièmement, si tu regardes mes enfants, ils n'ont jamais été touchés et ils ne le seront jamais. Je ne crois pas en la violence. Donc le fait que ce soit quelque chose d'aussi grave qui vient juste d'arriver... Et que vous n'ayez vu aucune blessure sur l'enfant avant. Je l'ai pris dans mes bras dès que je l'ai vu et j'ai appelé l'ambulance. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça te paraît logique? Beaucoup de choses folles peuvent arriver. Si tu es inquiète pour quelque chose, la première chose à faire, c'est d'attraper quelqu'un et d'appeler une ambulance. Donc, la police voulait évidemment aussi parler à Jeffrey, et il a admis qu'il était bien dans l'appartement de Kirsty ce jour-là. Il a ensuite été inculpé de cruauté envers un enfant et de meurtre au second degré, et il a également été détenu sans possibilité de libération sous caution. Une vidéo de surveillance avait en fait été obtenue à l'intérieur de l'appartement de Kirsty, et elle montrait Jeffrey interagissant avec Fallon de manière affectueuse. Il disait qu'elle était comme de la famille. Et même si la police ne pensait pas que Jeffrey avait fait du mal à la petite fille lui-même, on voyait quand même Jeffrey sur la vidéo, debout sur le côté, sans rien faire. Pendant que Kirsty faisait du mal à la petite Fallon, la fille de 3 ans de Kirsty, qui était la meilleure amie de Fallon, était aussi dans la pièce et regardait ce qui arrivait à Fallon. Une autopsie du corps de la fillette a révélé qu'elle avait subi de graves blessures qui ont entraîné sa mort alors qu'elle était sous la garde de Kirsty. Fallon avait une fracture massive du crâne ainsi que des lacérations au foie, à la rate et au côlon. Les enquêteurs allaient également découvrir que, le soir où Fallon avait été transportée d'urgence à l'hôpital, sa babysitter avait effectué plusieurs recherches troublantes sur son téléphone portable. À 18h38, elle avait cherché de l'aide psychologique. « J'ai frappé mon enfant et je me sens coupable. Que signifie avoir soudainement envie de frapper un enfant qui n'est pas le sien? Quel type de personnes maltraite les enfants d'autrui? Des psychopathes? Je vais répondre à cela. Pourquoi les gens maltraitent-ils? Toutes ces recherches ont été effectuées en l'espace d'une seule minute. Maintenant, ce n'était pas la première fois que Kirsty avait eu des ennuis avec la justice. En fait, elle avait déjà été arrêtée 5 fois avant d'avoir 21 ans. Arrêtée en novembre 2012 lors d'un contrôle routier, elle transportait du Xanax sans ordonnance. Elle a plaidé coupable pour drogue et purgé 3 ans de probation. En octobre 2013, un juge a révoqué sa probation car elle n'a pas respecté certaines conditions, comme les tests de dépistage de drogue, le paiement des amendes et ses 150 heures de travaux d'intérêt général. Elle n'a passé que 15 jours en prison avant d'être placée sous la supervision de son agent de probation.
En 2020 seulement, les autorités se sont rendues 6 fois chez Kirsty pour divers crimes présumés, dont vol, intrusion et communication harcelante. En ce qui concerne un différend entre propriétaire et locataire, Kirsty avait également récemment reçu une violation de bail de la part de son complexe d'appartements pour avoir illégalement tenu une garderie dans son appartement. Et lorsqu'elle a tué Fallon, elle était sur le point d'être expulsée, donc certains amis de Kirsty sont venus la défendre après la mort de Fallon, disant qu'elle était une mère formidable et qu'elle ne ferait jamais de mal à un enfant. L'une de ses amies a même dit que les enfants étaient tout son univers. Mais il y avait aussi une mère qui avait déjà confié son propre enfant à Kirsty pour qu'elle le garde, et elle avait des choses différentes à dire. Elle a affirmé que sa fille lui avait dit que Kirsty criait et frappait sa petite fille de 3 ans. Kirsty avait aussi crié sur une autre petite fille et l'avait punie. C'est quelque chose que sa mère n'a pas du tout apprécié et elle avait en fait retiré son enfant de la garde de Kirsty quelques jours seulement avant la mort de Fallon. La mère de Fallon, Kristen, pense que la mort de sa fille était préméditée. Surtout que Kirsty lui avait envoyé un message ce jour-là à 13h30 pour demander si Fallon pouvait dormir chez elle. Mais les blessures de Fallon n'ont été infligées que plusieurs heures plus tard. Kristen a aussi déclaré sur son ex-ami « C'était une sociopathe totale cachée derrière un masque de bonne mère et d'amis. C'était une meurtrière de sang-froid. » Kristen a dit que c'était comme si Kirsty avait soudain craqué et qu'elle n'arrivait pas à croire que le mal était là tout ce temps. Une page GoFundMe a été lancée pour aider Kristen Gaunt à financer les frais médicaux et funéraires de Fallon, et l'objectif de $10 000 a vite été atteint. La famille est également apparue dans l'émission Dr. Phil pour parler de ce qui leur était arrivé. En mars 2024, près de 4 ans plus tard, Kirsty Flood et Jeffrey Myers ont plaidé coupables. Kirsty a écopé de la prison à vie, Jeffrey de 15 ans. Il sera éligible à une libération conditionnelle en 2036. Kristen a déclaré que sa fille Fallon était la lumière de sa vie. Elle a également dit que la mort de sa fille avait bouleversé tout ce qu'elle connaissait, tout ce à quoi elle pensait. Le monde a maintenant changé et elle voit les autres personnes très différemment. Les funérailles de Fallon ont eu lieu le 17 décembre 2020 à la maison funéraire Poole à Woodstock, puis elle a été enterrée au cimetière Rolling Hills Memorial Garden à Winter Haven, en Floride. Après la mort de Fallon, ses parents ont eu un fils en bonne santé, Asher. Kristen venait aussi d'apprendre qu'elle attendait une fille. Une fillette devait naître le 9 décembre 2024, date d'anniversaire de Fallon. Le bébé est né le 23 août, plus de 15 semaines trop tôt, et pesait seulement 1 livre et 7 onces. Malheureusement, elle est décédée quelques jours plus tard. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Fallon aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Fallon est particulièrement effrayant. Sa mère connaissait et faisait confiance à cette babysitter depuis des années et elle n'avait aucune idée de la personne maléfique et dérangée qu'elle était vraiment. Elle a longtemps caché sa vraie nature, c'est incroyable qu'elle y soit aussi bien parvenue. Et le truc, c'est que tout ce que Kirsty avait à faire, c'était d'appeler la mère de Fallon et de lui dire que ça devenait trop difficile pour elle à gérer, et de venir chercher Fallon. Et cette pauvre petite fille n'aurait pas perdu la vie. Je suis aussi incroyablement triste pour la mère et le père de Fallon, qui ont non seulement perdu leur douce petite Fallon de 2 ans,
mais aussi leur nouveau-né, une petite fille née beaucoup trop tôt. Hannah est née le 11 janvier 2015. Ses parents étaient Jason Weich et Adrienne Latham. On la décrivait comme une fillette joyeuse, brillante et très intelligente, l'une des plus heureuses et pas du tout timide. Elle était très généreuse et empathique pour une fillette de 3 ans, cherchant toujours à aider les autres. Elle aimait manger des hot dogs, Minnie Mouse et avait 2 sœurs, Caitlin et Rachel, alors qu'elle n'avait que 4 mois. Son père, ayant la garde exclusive, a perdu son emploi car Jason n'avait nulle part où loger. Il emmenait Hannah chez son frère pour qu'elle puisse y dormir et lui dormait dans la voiture. Il disait qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ses filles. Cette période de sans-abri a duré environ 2 ans. Début 2018, Jason a eu de la chance. Il a enfin trouvé un emploi dans la construction à Hanover Township, Ohio. Son patron à son nouvel emploi l'avait également aidé à trouver un nouveau logement pour lui et ses filles. Le patron avait une maison sur Shank Road à Hamilton, Ohio, qu'il a louée à Jason. Lindsay Parton, 35 ans, était la nouvelle voisine et la belle-fille du patron de Jason. Lorsqu'il a su que Lindsay pouvait garder Hannah, 3 ans, en faisant du babysitting pendant qu'il travaillait, cela lui a paru parfait. Pratique pour quelqu'un travaillant près de 12 heures par jour, Lindsay nourrissait, baignait Hannah et passait presque autant de temps avec elle que son père. Le 8 mars 2018 au matin, malgré un emploi du temps chargé, Jason a aidé sa fille à mettre manteau et chaussures. Il a envoyé un message à Lindsay à 6h52 pour l'informer qu'ils arrivaient. Lindsay a juste répondu « D'accord ». Jason et Hannah ont quitté la maison et sont montés dans sa voiture lorsqu'ils sont arrivés chez Lindsay. Il ne s'était écoulé que 3 minutes depuis que Jason lui avait envoyé ce message, disant qu'ils étaient en route. À ce moment-là, Jason a porté Hannah hors de la voiture. Enveloppée dans sa couverture douillette, ils sont entrés dans le garage de la babysitter où elle attendait l'arrivée de Hannah. Jason a beaucoup câliné et embrassé Hannah avant de partir, disant qu'elle en voulait encore plus ce jour-là. Jason a quitté Hannah, est monté en voiture et parti au travail. Lindsay a pris Hannah et a commencé à rentrer dans la maison au moment où Jason n'était arrivé qu'au bout de la rue. À exactement 7h du matin, il a vu qu'il avait un appel manqué de Lindsay. Donc, il ne s'est écoulé que 5 minutes entre le moment où il est arrivé chez Lindsay pour déposer Hannah et maintenant. Il a rappelé Lindsay et Lindsay lui a dit que quelque chose n'allait pas avec Hannah. Elle ne réagissait pas. Il a fait demi-tour et est vite rentré chez la babysitter. Après son appel avec Jason, Lindsay a contacté le 911. Pendant que Lindsay était au téléphone, elle tentait de réconforter Hannah en lui disant « Je t'aime, ma petite fleur. Tout va bien. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Je pensais qu'elle allait bien. » Je crois qu'il est malade. Mets-le dedans. Quel âge a Hannah de Lindsay? Elle a dit à l'opératrice du 911 que Hannah s'était évanouie sans raison. Elle a aussi précisé que Hannah était tombée la veille et avait un gros bleu au menton. Hannah n'avait pas subi que cette blessure récemment sous la garde de Lindsay. En revenant à la semaine du 4 mars 2018, Jason avait évoqué à plusieurs reprises avec Lindsay les bleus qu'il avait remarqués sur sa fille uniquement après avoir récupéré Hannah chez elle. Hannah avait des bleus sur la poitrine et une vilaine éraflure au menton, disait-il. Lindsay lui avait expliqué que c'était arrivé car Hannah avait trébuché et était tombée sur les cailloux de l'allée. Elle a aussi raconté qu'un jour, Hannah avait marché sur un jouet à roulettes, glissé et s'était cognée au guidon. Hannah avait des bleus autour de l'œil à cause de cet incident. Cela fait beaucoup de blessures survenues en peu de temps à la garderie. Alors, dès que Jason est revenu chez Lindsay, il s'est précipité vers Hannah, qui était allongée sur le canapé dans le garage de Lindsay. Et il a essayé de lui faire retrouver une respiration normale. Jason s'est souvenu plus tard avoir répété le nom de Hannah encore et encore, puis l'avoir vu faire une crise. À leur arrivée, les ambulanciers ont constaté des ecchymoses sur le corps de Hannah, notamment à la poitrine et autour des yeux, qui paraissaient enfoncés.
Hannah a été transportée à l'hôpital Fort Hamilton. À son arrivée aux urgences, elle restait inconsciente et incapable de respirer seule. Le médecin a immédiatement intubé Hannah et l'a placée sous respirateur artificiel. Il se souvient également avoir vu de multiples ecchymoses sur le corps de Hannah à ce moment-là. Il a dit que ses pupilles réagissaient mal et qu'il y avait du sang derrière ses yeux. Environ 1 heure après l'arrivée de Hannah à l'hôpital, elle a été transportée par avion sanitaire au centre médical pour enfants de l'hôpital de Cincinnati. Lindsay a été amenée pour être interrogée. Au début, le détective lui a dit que Hannah était morte. À ce moment-là, ce n'était pas le cas. Il voulait juste voir s'il pouvait provoquer une réaction chez Lindsay. Lors de l'interrogatoire, elle a dit au détective qu'elle ignorait ce qui était arrivé à Hannah. Lindsay a dit que Jason l'avait déposée à 7 heures, puis Hannah a demandé un donut. Elle a installé Hannah sur le canapé à ce moment-là. Hannah est tombée en avant sur le sol. Lindsay dit maintenant aussi que la veille, Hannah était également tombée dans le garage, mais qu'elle semblait aller bien. Alors, quel est le lien ? Pendant l'entretien, les détectives ont interrompu l'interrogatoire et quitté la pièce. Lindsay déclare alors « Je vais aller en prison pour le reste de ma vie ». Nous sommes entrés, elle était devant moi, elle a voulu enlever sa veste et elle est simplement tombée en avant. Comme je l'ai dit, j'ai demandé « Hannah, que fais-tu » Je pensais qu'elle avait trébuché car je mettais ma robe. « Hannah, je suis sous le choc. » Hannah, elle est très maligne, Hannah. Et quand elle est à la maison avec son père, il est très occupé et il n'a pas le temps de lui prêter attention. Je me disais, oh, elle est tombée en sautant du canapé. Il l'a fait parce qu'elle sautait souvent. Hannah est aussi douée. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'est arrivé cette semaine. Elle a une haleine vraiment forte. Oh mon Dieu. Donc ce qu'on veut, c'est la vérité de ta part. Oui, elle a besoin que j'y aille. Que s'est-il passé? Comme ça, on pourra la soigner. Je te dis la vérité. Pour l'instant, il semble que ça se passe dans ton entrepôt, parce que on doit savoir ce que tu dois faire. Je te jure devant Dieu, je dis la vérité. On est entré dans la maison. Elle ne marchait ni ne parlait. Avec ce genre de blessure. Je te promets qu'elle est dedans. Je pense que tu n'es pas sincère et tu dois venir. Je sais juste qu'elle a été battue. C'est la cause de sa mort aujourd'hui. Je ne lui ferai jamais de mal. Jason est honnête en disant qu'elle a vraiment chaud chez toi. Elle a souvent des bleus, mais ce n'est inquiétant que lorsqu'elle en a en venant chez moi. Qui croire dans cette histoire? Le lendemain, les détectives l'ont réinterrogée pour vérifier s'ils pouvaient obtenir plus d'informations ou si son récit avait changé, ce qui était effectivement le cas. Au cours de cet entretien, elle a déclaré avoir puni Hannah de façon excessive plus tôt dans la semaine, ainsi que d'avoir secoué Hannah le matin du 8 mars. La police a également sorti quelques photos lors de cet entretien avec Lindsay. Il s'agissait de photos de divers bleus sur le corps de Hannah, tels qu'ils étaient lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Lindsay a répété que Hannah était tombée sur le gravier, expliquant ainsi la plupart de ses bleus. Elle a aussi dit qu'Hannah était tombée du jouet à roulettes et s'était fait des bleus ainsi. Elle a de nouveau nié savoir ce qui était arrivé à Hannah le matin du 8 mars lorsqu'elle était sous sa garde. Après environ 50 minutes, Lindsay a admis qu'il s'était passé autre chose ce matin-là avec Hannah. Elle a dit que Hannah avait glissé à la porte d'entrée entre la maison et le garage et qu'elle s'était cogné la tête contre une marche en béton. Lindsay a raconté qu'après l'avoir prise dans ses bras, Hannah lui a demandé un beignet et de s'asseoir sur le canapé, puis s'est effondrée. Les détectives ont dit à Lindsay que la chute qu'elle venait de décrire n'aurait pas pu causer les blessures que Hannah avait. Elle a alors encore changé sa version. Cette fois, elle a déclaré qu'elle tenait Hannah dans ses bras. En ouvrant la porte entre le garage et la maison, elle a glissé sur la couverture de Hannah et elles sont tombées. Hannah s'est cogné la tête contre la marche en béton. C'était juste d'une hauteur plus élevée cette fois, tu vois. La police lui ayant dit que l'autre histoire ne marcherait pas, elle a changé en « Oh, je suis plus grande, donc ça marche ». Elle a aussi montré au détective un bleu sur sa propre main qu'elle a dit être dû à la chute.
Les détectives ont de nouveau dit à Lindsay qu'une telle chute n'était pas assez grave pour provoquer la sévérité des blessures qu'Hannah avait subies. Donc quand les gens tombent, tu vas avoir des ecchymoses le long des points saillants, c'est tout droit. Tu n'auras pas d'ecchymose ici. Et c'est là que nous voulons en venir. Nous voulions descendre plus tôt pour combler ces trous. Oui. Parce que, honnêtement, beaucoup de ces trous ne sont même pas assez profonds pour qu'on tombe au sol. Alors j'ai glissé sur sa couverture, j'ai ouvert la porte et nous sommes toutes les deux tombées. Je tenais sa main, mes yeux vont bien. Elle a été touchée sur le côté. Je me suis cogné la tête en descendant, mais elle s'est fracassé le visage, tout son corps. Moi, elle est dedans, et j'ai senti que ça allait comme ça. Mais je vais avoir des ennuis. Je veux dire quoi? Je ne sais pas. Je lui ai donné une tape sur la tête avec ma main. Elle a pris tout l'argent et l'a jeté dans les toilettes, et je n'ai pas fait ça pour elle. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Toutes les clôtures étaient fermées. Elle refusait que j'aille travailler, mais il insistait. Je dois y aller. Il est donc parti en hâte et j'ai dit « Hannah, tu ne peux pas faire ça. Papa doit partir. » Tu l'as secouée? Oui, je l'ai secouée. Je me souviens qu'on a relevé nos manches et joué à la balle. À quel point tu l'as secouée? Elle avait des problèmes. Montre-moi, tu étais en colère. Oui. À ce moment, Lindsay a admis avoir probablement trop secoué Hannah. Pendant environ 1 minute, elle a dit que la tête d'Hannah bougeait dans tous les sens et qu'elle l'avait probablement aussi laissé tomber, probablement. Pendant son séjour en soins intensifs, Hannah n'a jamais repris connaissance. Après 3 jours, il a été déterminé qu'Hannah évoluait vers la mort cérébrale. Le 18 mars 2018, Hannah a été officiellement déclarée en état de mort cérébrale. Ils ont débranché le système de maintien en vie et Hannah a été déclarée décédée lors de l'autopsie. Il y avait des ecchymoses à l'arrière et sur le côté droit de la tête d'Hannah, sous la peau. À l'arrière de sa tête, il y avait 2 ecchymoses supplémentaires ainsi qu'une ecchymose dans le muscle profond de son cou. Hannah avait également des hémorragies dans les 2 yeux et un scanner a révélé une importante hémorragie sous-cutanée. La cause du décès de Hannah était un traumatisme crânien dû à une force contondante et énorme qui a traversé son cerveau. Une chute au niveau du sol n'aurait pas pu causer les blessures qu'elle a subies. Hannah n'aurait pas pu marcher, parler ou se comporter de façon normale. Après avoir subi ces blessures, elle aurait perdu connaissance en quelques instants. On a trouvé de multiples ecchymoses sur ses yeux, oreilles, menton, flancs, bras et fesses. Vu son état de santé, il a été conclu que ces blessures résultaient de maltraitance infantile et non d'un accident. La cause du décès de Hannah a été déterminée comme un homicide. Lindsay a raconté avoir secoué Hannah car elle se plaignait et disait ne pas vouloir que son père parte travailler. Elle l'a secouée, prise dans ses bras, serrée, puis Hannah est tombée. Après sa chute, elle l'a de nouveau secouée. Lindsay a admis qu'elle avait été frustrée. Elle a dit qu'Hannah pleurait pour son père tous les matins ces derniers temps, probablement parce que tu lui faisais du mal. Bien sûr, elle veut son père, elle l'a montré en secouant violemment Hannah et en criant « Arrête de faire ça maintenant ». Lindsay affirme avoir secoué Hannah jusqu'à ce qu'elle cesse de se plaindre, évoquant certains bleus sur la tête d'Hannah. Lindsay a admis qu'au début de la semaine, elle avait giflé Hannah sur la tête parce qu'Hannah avait pris son ketchup et l'avait vidé dans les toilettes. Si ma fille de 3 ans faisait ça, je rirais. Elle a aussi admis plus tard avoir inventé cette histoire. Qui sait, pour l'hématome sous le menton de Hannah, Lindsay dit l'avoir frappé 2 fois. Elle a fait une sorte de mouvement de karaté, comme un uppercut, je suppose. Sur elle, je ne sais pas. Hannah avait des ecchymoses sur la poitrine que Lindsay pensait dues à une chute, mais elle a maintenant reconnu qu'elles résultaient d'une discipline physique. Elle montrait comment elle piquait agressivement Hannah et lui criait dessus « Hannah, tu sais mieux que ça » à chaque erreur de Hannah. Elle a aussi montré au détective comment elle serrait la taille d'Hannah pour la discipliner. Quand ils lui ont demandé pourquoi elle faisait ces choses, elle a répondu « Parce que Hannah était espiègle et parce que j'étais frustrée par mes propres problèmes personnels. » La plupart des enfants de 3 ans sont espiègles.
Et si tu fais pareil, tes problèmes personnels peuvent aller se faire voir. Lindsay a ensuite dit qu'elle ne pensait pas avoir de problème en racontant au détective comment elle avait discipliné Hannah de cette manière. Parce qu'elle pensait que Jason allait, je cite, la soutenir. Je ne sais pas d'où lui est venue cette idée. Elle pensait ne pas avoir de problème pour avoir poussé Hannah si fort qu'elle en a eu des bleus, l'avoir serrée, frappée sous le menton et secouée. Elle a affirmé que l'histoire de sa chute en portant Hannah dans la maison était aussi un mensonge. La veille de l'accident, Lindsay avait recherché sur Google « Comment faire disparaître un bleu ?» ce que les détectives ont vite découvert. Cette recherche a ensuite été supprimée de son téléphone. Elle a aussi fait d'autres recherches Google non effacées. Lesquelles étaient-elles? Les huiles essentielles ou le baume à friction sont-ils efficaces sur un bleu? La nuit de l'incident, elle a encore cherché comment faire disparaître un bleu, puis a effacé la recherche. Je me demande si elle voulait cacher un bleu. Peut-être que celui sur sa main, qu'elle a dit plutôt provenir d'une chute, venait en réalité du fait d'avoir blessé Hannah d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, à quoi cela sert-il? C'est la 4e fois que Lindsay modifie son récit. Elle nie désormais avoir nui à Hannah. Elle a expliqué au détective qu'elle n'avait parlé lors du second interrogatoire que pour protéger des personnes. Les détectives lui ont demandé si son mari ou Jason aurait pu nuire à Hannah. Elle a répondu qu'elle les protégeait. Non. Tu endosserais la responsabilité et inventerais des histoires sur les bleus de Hannah pour les protéger. Tu es vraiment quelqu'un de bien, j'en suis sûre. Lorsque l'affaire a été jugée en avril 2019, l'avocat de Lindsay a essayé de rejeter la faute sur Jason. Ils ont seulement mentionné que Jason avait menti à la police plus tôt, mais pas sur un point important. À notre connaissance, Jason avait été interrogé sur ses activités la nuit avant l'incident de Hannah. Lorsqu'il a parlé pour la première fois aux enquêteurs, il a dit qu'il était allé chez Walmart pour acheter du lait pour Hannah juste avant d'aller témoigner. Il a dit que Chris lui a rappelé que ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Son ami Chris Davis était resté chez eux ce jour-là, le 7 mars, et Jason était allé chercher Hannah à 19h chez Lindsay. Après avoir récupéré Hannah, Jason et Hannah ont raccompagné Chris chez lui, qui habitait à Fairfield, dans l'Ohio. Ils sont rentrés chez eux, se sont allongés sur le canapé et ont dormi ensemble. À ce stade, Lindsay avait fait tellement de déclarations compromettantes que cela n'a même pas vraiment été pris en compte. Le 12 avril 2019, le jury a reconnu Lindsay Parton coupable des 6 chefs d'accusation pour lesquels elle avait été inculpée, dont 2 chefs de mise en danger d'un enfant. Cela concernait les 2 jours précédant l'incident de Hannah. Elle avait admis toutes ces choses qu'elle avait faites à Hannah. Ces 2 chefs d'accusation portaient sur cela. Les 4 autres concernaient le 8 mars. Pour cela, elle a reçu 2 chefs d'accusation supplémentaires. Mise en danger d'enfant, homicide involontaire et meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie avec libération conditionnelle possible après 18 ans. La salle d'audience était complètement pleine, y compris de nombreux membres de la famille de Hannah qui portèrent des t-shirts bleu clair avec des ailes d'ange et une auréole pour Hannah. Lindsay Parton a fait appel de sa condamnation fin 2020, mais le tribunal a confirmé la décision. La famille et les amis de Lindsay ne croient pas qu'elle aurait pu faire cela à Hannah et la pensent innocente. Son avocate dit aussi qu'elle n'a jamais eu de casier judiciaire. Et quand elle était enfant, elle était pom-pom girl et éclaireuse. Une veillée pour Hannah a eu lieu à la maison funéraire Cooper le 22 mars 2018. Il y a aussi eu un lâcher de ballon en son honneur ce soir-là. Hannah a été enterrée au cimetière Rest Haven. Son père a également créé une nouvelle organisation à but non lucratif appelée la Fondation Hannah Strong. L'objectif de la fondation est d'aider les victimes de maltraitance infantile. Merci d'avoir écouté l'histoire de Hannah. Elle effraie de nombreux parents car on veut croire son enfant en sécurité lorsqu'il est loin de nous. Et penser que quelqu'un pourrait faire du mal à votre bébé dans votre dos sans que vous le sachiez, c'est terrifiant. La pauvre Hannah se comportait simplement comme une fillette de 3 ans et elle n'aurait jamais dû être punie. Le fait que Lindsay avait des problèmes personnels à ce moment-là et qu'elle n'arrivait pas à contrôler sa patience, c'est méprisable. Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Plus de contenu.
Un monde maléfique est disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com à Wicked World ou via l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Chaque soutien permet de ne pas oublier les victimes et révèle les failles de la société propre à chaque affaire. Avez-vous une idée d'histoire à me proposer? Si oui, écrivez-moi à awickedworldtruecrime@gmail.com.